Hello, bienvenue sur Prospect, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de comment prospecter les grands comptes. C'est un sujet qui concerne beaucoup d'entreprises parce qu'elles savent qu'une grosse partie de leur chiffre d'affaires peut venir de là. Mais très peu ont la structure, voire même le plan d'action pour les développer efficacement. Souvent, ça repose sur un ou deux sales seniors qui ont closé quelques grands comptes ou bien sur beaucoup de feeling. Sauf que justement, pour réussir à convertir des grands comptes, il faut une bonne structure, les bons process et la bonne approche commerciale. Et c'est pour ça que j'ai invité Frédéric Prudhomme qui aide les entreprises à mieux cibler et à convertir des grands comptes. Et on a parlé plein de choses essentielles. Déjà, comment réussir à faire un bon ciblage, la structure à mettre en place. On a parlé du CRM et de l'importance de la donnée. On a parlé aussi également de quels sont les signaux, les intent data qu'on doit aller chercher, de l'approche commerciale, de la manière de bien orthrer ses comptes sur 2, 3 ans pour pouvoir closer les deals, les targets qu'on a choisis. Et évidemment, les KPI à suivre. En gros, on a parlé de tout ce qu'il vous faut pour que vous puissiez réussir votre prospection de grands comptes. Je vous laisse découvrir ça. Bonne écoute. Hello Frédéric, comment tu vas? Très bien, ravi d'être avec toi, Laetitia. Depuis le temps en plus que je te suis et tout, je suis très content d'être avec toi, avec toi pour discuter un petit peu de tous ces sujets de prospection. Eh ben, écoute, trop Pour cool. Bah, écoute, l'invitation. merci d'avoir accepté de venir. En plus, on va parler d'un sujet qui, je pense, va intéresser plein de gens. Pour remettre dans le contexte, toi, aujourd'hui, tu structures et tu orchestres la prospection pour des boîtes, principalement de services, euh, et leur permettre surtout d'aller toucher des comptes stratégiques, donc des comptes mid-market, enterprise. C'est un peu le Graal pour toutes les boîtes, d'aller toucher ces boîtes-là, tout simplement parce que c'est là où il y a de l'argent, c'est là où, effectivement, quand on arrive à toucher ces comptes, bah, c'est des comptes qui restent longtemps, donc où la LTV est assez longue. Donc voilà, pour une boîte, c'est plutôt stratégique d'aller toucher ces comptes-là. Ce qu'on peut se rendre compte, en tout cas en discutant avec toi, ce que tu me disais, c'est qu'il y avait beaucoup, en fait, pour pas mal de boîtes, malgré tout, encore un côté très feeling. J'ai rencontré quelqu'un, j'ai signé un compte et ça y est, je pense savoir comment faire, etc. Alors que ça se passe pas tout à fait comme ça. Du coup, justement, on va commencer comme ça. Toi, généralement, dans les entreprises qui souhaitent généralement aller chercher ce type de compte, qu'est-ce que tu observes sur le terrain? Quels problèmes généralement tu rencontres avant de les avoir aidés sur la partie prospection? Bah, déjà, comme tu le dis, effectivement, c'est un peu le Graal parce qu'effectivement, on sent que c'est là qu'on doit mettre 80% de l'effort commercial sur les comptes stratégiques. Mais je dois dire que les prospects ou les clients que j'ai face à moi, en fait, ils conscientisent pas en fait le problème. Ils viennent avec un besoin de structuration, de prospection. Ils ont tendance à dire bon, écoute Fred, aide-moi à structurer la prospection. Moi, je m'occupe des contraintes. Toi, tu t'occupes du reste du marché. Donc, tu vois, je sens qu'il y a des peurs. C'est un peu effectivement, c'est le sales senior qui va gérer, qui va dire, écoute, t'inquiète, ça fait 10 ans, 20 ans que je gère, je vais continuer à le faire. Ou le directeur qui va dire, oui, j'ai besoin de toi sur la prospection et tout, mais sur les contrats, tu touches pas. Donc reste à ta place, toi. Donc c'est pas forcément bien conscientisé. Et dans le même temps, quand tu leur poses des questions de, t'as une idée du forecast, combien de contacts tu dois faire ce mois-ci pour sécuriser, stabiliser ton pipeline, ils n'ont pas forcément non plus les réponses en fait. Donc ouais, je partage effectivement ce constat, comme tu le disais, c'est-à-dire que c'est un peu au feeling et j'ai l'impression que ça dépend beaucoup du talent du sales, du réseau, du sales, voire même que le développement commercial en fait va s'appuyer sur deux, trois sales seniors. Enfin, tu vois, l'avenir finalement et le pipe va reposer là-dessus. Et dans le même temps, et je pense que c'est pour ça qu'on se voit aussi, c'est qu'on sent bien que le CSO, le head of sales, a de la pression. Il sent que il doit changer. Chaque investissement doit être mesuré. Euh, et, et donc du coup, tu vois, on sort un peu de c'est fini, plus d'outils, plus de monde, plus de budget, plus d'actions, parce que souvent ces entreprises ont plein d'actions dans tous les sens, et on en est plutôt donc effectivement à ce besoin d'orchestrer et de structurer. Mais c'est jamais formalisé, pour répondre à ta question, aussi simplement. C'est souvent bonjour Frédéric, structure-moi la prospection, mais des comptes strat, t'inquiète, ne touche pas trop, reste à ta place, toi. Mais Surtout, en fait, j'imagine qu'elle se base aussi également sur des manières de prospecter. Enfin, en gros, elles arrivaient à gérer des comptes strat dans un contexte qui n'était pas tout à fait le même. Et peut-être qu'elles ont un peu loupé justement bah, les changements ou même chez les grands comptes, euh, les manières d'acheter, les manières d'interagir avec les équipes sales a changé, non? je pense qu'ils sont, ouais, enfin, je pense qu'ils le réalisent petit à petit, et puis je pense que même l'IA, en fait, l'intelligence artificielle, va les obliger à structurer, puisque tu peux pas demain surperformer sur le SaaS B2B si par exemple ton CRM n'est pas structuré, n'est pas clean, etc.
Donc ça va un peu forcer les entreprises B2B dans ce sens-là. Mais oui, prendre conscience que 70% du parcours d'achat se fait en ligne et donc est peut-être sous responsabilité marketing-sales plutôt que sales, et que finalement le sales il arrive à la toute fin du processus d'achat. Oui, je pense que peu de personnes l'ont vraiment conscientisé, tu vois. Et pourtant, pour les comptes strat, ça s'applique totalement, tu vois. On en parle beaucoup pour la prospection classique et tout, mais sur les comptes strat également. C'est quoi les signes justement du coup qui montrent à un moment donné, j'imagine du coup ça c'est un problème un peu général qu'on peut voir, que ça fonctionne pas en fait, cette manière de continuer à travailler un petit peu, j'ai pas envie de dire ça parce que en fait c'est assez drôle parce qu'on peut dire à l'ancienne, mais en même temps je vois aussi également dans certaines industries que revenir à des leviers plus traditionnels ça fonctionne pour aussi la prospection, donc c'est pour ça que j'ai pas envie d'opposer modernité, ancienneté, parce que en fonction des industries, des gens, etc. Parfois, il y a des choses qu'on faisait plus qui sont intéressantes à refaire aujourd'hui. Mais bon, en gros, qu'est-ce qui fonctionne pas justement C'est quoi quand tu me parlais de ces problèmes-là, c'est quoi les symptômes généralement que tu vois? Les symptômes, c'est que souvent, quand tu leur poses des questions qui paraissent assez simples et assez basiques pour sécuriser ton forecast 2026, par exemple, ils n'ont pas les réponses en fait. Ils t'expliquent comment ils font depuis 10 ans, 20 ans. Ils t'expliquent qu'ils ont 10, 20, 30 business managers en charge des comptes stratégiques. Et, euh, et ils ont des head of coach qui sont là plus à piloter sur l'énergie plutôt que piloter par le CRM. Toi. Donc quand tu vois les reporting CRM absents ou pas forcément bien utilisés, là tu peux te dire qu'il y a un souci. Tu vois. Après, souvent aussi, c'est que tu sens qu'ils sont dans une course à l'action. Donc il y a parfois un département com marketing, il y a parfois même nouvellement un département sales ops qui est créé. T'as plein d'initiatives dans tous les sens, mais peu d'alignement en fait. Donc tu sens que le CEO souvent il tente des choses et puis parfois ils me disent non mais là je viens de refaire le site internet, ça marche pas. Enfin, voilà, donc c'est des actions un peu isolées. Il n'y a pas une vraie stratégie transverse en fait. Ok, donc soit généralement un CRM qui est pas bien structuré, pas de KPI en fait qui sont suivis, personne ne sait vraiment où ils en sont. Ça veut chercher des nouveaux outils ou de nouvelles choses à faire pour essayer de changer les choses, mais ça fonctionne pas forcément. Il y a un manque d'alignement d'équipe. Bon, globalement, quand on a construit ce tableau-là, peut-être qu'il y a des boîtes qui vont se reconnaître, peut-être que d'autres sont déjà passées à ce stade-là, mais comment justement, en tout cas moi ce que j'observe, c'est pour toutes les boîtes, c'est les fondations généralement qui manquent. Donc on commence par quoi en fait justement pour structurer, avant d'orchestrer, pour structurer du coup tout simplement la prospection, notamment de ces comptes stratégiques. C'est quoi les étapes avant de se lancer, aller chercher directement? J'ai bien aimé ce que tu disais, hein. On va chercher des head of coach qui vont driver à l'énergie en disant vas-y prends ton téléphone, appelle toute la terre, c'est dans ta tête que ça se passe, etc. Mais en fait avant ça, c'est quoi les étapes avant de lancer? Ouais. Et je dis pas que c'est pas nécessaire, hein, c'est super Ah ouais, ouais, important et c'est 80% du job en fait. Hein. Mais maintenant il faut apprendre à scaler avec une approche un peu systémique comme tu le dis et comme tu le soulignes en fait, la base c'est la fondation. Et alors on a itéré longtemps, quand je dis longtemps, c'est plusieurs années et tout avec nos clients pour essayer de comprendre justement quels sont les petits détails qui fait que la machine s'enclenche ou s'enclenche pas. En fait, la base déjà, c'est d'avoir un comité que j'appelle aujourd'hui comité de commercialisation. Avant, j'appelais ça un comité de pilotage marketing sales, mais pour les entreprises B2B de service, il y a vite de l'ego et puis du coup, le sales s'engage pas trop en fait parce qu'il pense que c'est une initiative marketing. Le marketing a besoin du sales pour avancer. Bref, enfin, il faut appeler par son nom ce comité. C'est un comité de commercialisation, c'est sales driven, hein, c'est les objectifs commerciaux de l'année qui vient driver ce comité-là. Mais force est de constater que pour commercialiser aujourd'hui dans les entreprises B2B, il ne faut pas juste un sales, bon en tout cas ça ne suffira plus dans les années prochaines, tu vois. Donc il faut dans ce comité-là des directeurs sales, le directeur marketing par exemple, souvent l'équipe sales ops, souvent des owners du service ou du produit. Et c'est ensemble avec ce petit comité en fait qu'on définit une stratégie. Et par stratégie, c'est pas la strat market du moment, etc. Hein, c'est vraiment une stratégie sales driven. D'ailleurs, je m'amusais à regarder la définition de stratégie, c'est noté art de combiner l'action de force militaire
en vue d'atteindre un but de guerre déterminé par le pouvoir politique. Et je pense qu'il faut le voir un peu comme ça, tu vois. C'est-à-dire que j'assume totalement que la stratégie doit devenir un plan de bataille, un plan de guerre, et qui aligne un peu tout le monde pour arrêter de travailler en silo, tu vois. Et je pense qu'il faut assumer du coup même qu'il faut un peu de discipline pour performer demain et utiliser aussi l'IA, etc. Enfin, toutes les opportunités qui vont se présenter demain, tu vois. Ok, très clair. Et du coup, en termes, si on essaye d'aller découper un peu plus, etc., en termes, donc après, on a cette partie comité stratégique, etc. Comment ensuite on passe à un niveau plus opérationnel? Parce que généralement, les gens aiment bien avoir des schémas. Parce que tu peux avoir aussi également, alors, dans ce genre de comité, parce que ça pourrait être un podcast à part entière si on parle de déjà l'alignement entre ces équipes-là en termes stratégiques. On va partir du principe que l'équipe est alignée sur où ils doivent aller, quelle cible ils doivent aller chercher, pourquoi faire, etc. Euh, je dis ça parce qu'il y a souvent en fait des moments de crispation, pas forcément d'accord, mais parce qu'en fait je pense que les rôles, je sais pas ce que tu en penses, mais les rôles sont pas bien à leur place, généralement, dans ce genre de configuration. Le produit, généralement, ça va. Mais parfois, souvent, le sales est obligé de faire le positionnement à la place du marketing parce que le marketing n'est pas capable de le faire. Et donc, dans ce genre de configuration, parfois, ça peut poser un problème où le sales va dans sa place où il n'est pas forcément attendu. Donc voilà, mais on va partir du principe que tout va bien. C'est quoi les Ouais. étapes Et d'étape ce qui est d'après? souvent effectivement pas toujours le cas, hein, parce que Ouais, mais de toute façon, ouais, c'est pour ça. et c'est important. C'est-à-dire que, tu vois, enfin, moi, j'ai vu plein de gens avec le sales qui va pousser un peu sales driven, product feature, tu vois, orienté, qui va imaginer des nouvelles offres pour upseller un compte stratégique, alors que le marketing va dire, maintenant, c'est plutôt problème, il faut des guides d'achat, etc. Enfin, donc, si ces gens arrivent à travailler ensemble et discuter ensemble au sein d'un comité, c'est vraiment game changer. Mais je suis d'accord avec toi. On part du principe que cette étape-là est. Ouais, en fait, je disais ça, c'est pas que je veux passer pas beaucoup passer de temps, je pense que c'est un sujet qui est passionnant et je pense qu'en Ouais, fait, en vrai, qui est nécessaire pour toute la suite, en vrai, donc je peux ouais, paraître un peu contradictoire de vouloir passer vite là-dessus, mais ça voudrait dire en fait revenir sur, pour moi, l'essence des métiers de chacun. En fait, ouais, t'as raison. peut-être un peu vexer des personnes, mais en vrai, moi, je pense que le sales n'est pas là pour travailler sur le positionnement d'une boîte. Et Ouais. généralement, quand le sales se met dans une posture d'aller, tu vois, un peu voilà ce que je voudrais faire, voilà ce que je pense qu'on devrait faire, etc. C'est parce que généralement, il y a un manque. Le marketing ne le fait pas vraiment. Il est plutôt dans une dimension, bah ok, je vais t'apporter des outils pour que tu vendes, mais pas dans une dimension, non en fait mec, c'est toi qui es garant de faire en sorte que ma boîte, tout le monde la comprend quand on n'est pas dans la salle. Et ça, il y a très peu de profils qui... Enfin, très peu, j'exagère. Hein. Il y a beaucoup de boîtes qui marchent, donc c'est heureusement qu'il y a des boîtes qui le font. Mais souvent, quand tu as ce genre de problématique, c'est qu'il y a il y a un switch Le et le sales marketing va. stratégique. Yes, et le sales, du coup, il se sent obligé parce qu'en fait, finalement, pour vendre, il a toujours été obligé de jouer un peu. Bah, c'est moi qui travaille un peu le positionnement, qui on est, qui réfléchit à toutes ces questions-là, alors qu'au final, son job, ce serait d'aller, on va voir juste après, tu vois, c'est d'aller targeter des comptes avec un plan d'action déjà bien construit, à la fois par le produit et le market. Enfin, en tout cas, c'est ma vision en tant que sales, et que à chaque fois que j'ai galéré dans les boîtes, c'est parce que j'ai dû combler ce truc-là, en fait. Je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est vrai que, ouais, comme je pense que si tu le sens comme C'est un moi, peu c'est le nœud du système qu'on va dérouler maintenant. Mais exactement. Du coup, voilà, effectivement, donc, on va partir du principe que tout va bien, que les gens sont d'accord. En fait, comment t'orchestres en fait du coup une stratégie en fait de compte, enfin, de compte spécifique enterprise et mid-market de manière basique. déjà, faut s'entendre via ce comité ou globalement sur les comptes stratégiques. Donc, quand on parle de comptes stratégiques, on parle de 50, 100 comptes maximum. On parle pas de 1000, 2000, 3000. Enfin, on s'entend bien. Et ces comptes stratégiques, souvent quand même, ils sont dans le CRM. Enfin, je parle du principe aussi que l'entreprise a un CRM, que ces comptes sont dans le CRM. Mais vu que c'est un peu à l'intuition, sales par sales, qui gère un petit peu son truc, il y a quand même un gros travail de nettoyage, de structuration du CRM qu'il faut faire. C'est tout bête, mais souvent il y a souvent un problème de doublon, il y a souvent un problème d'enrichissement au bon vouloir de chacun des sales, etc. Et aujourd'hui, c'est ça la bonne nouvelle en fait, c'est que tout le système dont on va parler et toutes les prochaines étapes dont on va parler, il faut les voir comme des étapes gérées en centrale, centralisées, qui demandent
Enfin, il faut que 80% en fait de toutes ces actions dont on va parler soient faites en centrale sans solliciter le sales. Tu vois. Sinon, je veux dire, t'embarques personne. Hein. Donc il faut vraiment intégrer ça. Le sales doit comprendre que tout ce qu'on va faire va les aider à surperformer et gagner plus d'argent finalement grâce à cette approche-là, et que ça va pas leur prendre plus de temps puisque ça va faire des choses qu'ils auraient fait idéalement s'ils avaient envie de le faire. Donc la première étape, c'est effectivement d'avoir un CRM clean, sans doublon, où tout le monde a confiance dans ce CRM-là, avec les données manquantes, secteur, taille, etc. Et puis effectivement, comme tu disais, s'entendre sur le pourquoi et comment on va attaquer chaque compte stratégique, ou chaque sous-métier, ou chaque sous-secteur. Et ça doit être fait via l'intelligence collective, avec le marketing stratégique au sens noble du marketing, et le sales. Donc ça, c'est un peu la première étape, c'est d'avoir quand même un outil de pilotage qui doit être centralisé autour du CRM. Bah, c'est hyper important parce qu'en fait, généralement, encore une fois, moi, je vois énormément c'est des boîtes où quand tu leur poses la question, c'est quoi tes comptes stratégiques sur le quarter ou même sur l'année, tout dépend de ton industrie. Ça se trouve, ton TAM est tout petit et tu peux avoir 100 boîtes à aller chercher en une année et c'est très bien. Bah ça, en fait, aujourd'hui, beaucoup de boîtes ne savent même pas y répondre. Pour dire environ, alors que ça doit être une data qui doit être extrêmement claire. Enfin, tu vois, genre, t'en as 55 parce que tout le monde est autour de ces comptes-là et chaque action, bon, on va le voir après, va devoir faire en sorte d'avoir ces comptes-là dans le viseur. Qui dit compte dit personne. Là, c'est le truc le plus difficile, je trouve, en fait, aujourd'hui, sur lequel les gens ont un peu plus. J'imagine que c'est l'étape après, c'est d'identifier quelles sont les personnes qu'il faut contacter au sein de ces comptes-là. Toi, c'est quoi les recommandations que tu fais, justement parce qu'effectivement, il y a déjà de la donnée, on va dire, dans le CRM, il y a du clean. C'est super difficile d'arbitrer, en fait, combien de contacts tu dois aller chercher, par contre, et surtout, qui. Oui. Alors, tout ça part de la stratégie. Hein, tu vois, si tu analyses tes clients qui portent souvent 80% de ton chiffre d'affaires, déjà tu verras que sur les 100 comptes stratégiques, il y en a peut-être 2, 3, 4 clients. Enfin, même pour les grosses sociétés, c'est incroyable comment tout est centralisé autour de quelques clients. Et de refaire l'histoire de quel a été le first touch, le premier contact, et puis quel a été le dernier contact. Tu arrives un peu à comprendre en fait quels sont les gens que tu dois enrichir, ou en tout cas avoir dans ton CRM très voilà. Ensuite aussi, suivant l'approche avec les marketeurs stratégiques qu'on a mis en place, tu as une idée un peu des avatars qu'il te faut aussi avoir dans ton CRM. Donc, typiquement, pour une entreprise de services numériques spécialisée en IT, il faudrait forcément le DSI, le responsable achat, etc. Mais ce serait bien aussi de connaître le monsieur Cloud et DevOps, le monsieur Modern Workplace, enfin les têtes de pont, parce que typiquement pour ce type d'entreprise, il peut y avoir une stratégie d'attaquer par métier, par expertise, par exemple. Et donc une fois que tu as ces avatars-là, il y a des outils, encore une fois. Il faut que les gens qui nous écoutent comprennent ça. Hein, c'est que tout ça, c'est pas du travail en plus pour les sales, c'est de le faire en centrale par des outils. Et une fois que tu as ça sur le CRM proprement, tu peux travailler typiquement ta notoriété auprès de ces gens-là. C'est-à-dire, tu t'arrêtes de dire au marketing de broadcaster, de diffuser de l'argent dans tous les sens, etc. Non, le prochain objectif, c'est 24 prochains mois. Et je dis 24 prochains mois, pas 3 mois. C'est de chauffer et de faire en sorte que tous ces avatars-là, sur ces comptes stratégiques, nous voient par thématique, je sais pas, au moins 6 fois par mois. Ça aussi, c'est important. C'est un détail, mais c'est pas une fois tous les trimestres. C'est 6 fois par mois, ils doivent nous voir sur leur thématique. Donc c'est important effectivement d'avoir ces personnes-là, bien trouver lesquelles, et puis travailler la notoriété auprès de ces gens-là, parce que c'est quand même plus agréable d'appeler des gens qui ont déjà entendu parler de toi. Et généralement c'est possible, c'est juste recentrer un peu le budget marketing vers ces comptes stratégiques. Ouais, j'aime bien le côté intensité et surtout, en fait, ça répond un peu à une problématique qu'on peut avoir aujourd'hui. Notre enjeu, c'est de capter l'attention et donc, du coup, ne pas être dans l'illusion de penser que tu peux capter l'attention avec une seule publicité. Je caricature, mais voilà, en fait, ces personnes-là, aussitôt l'a vue, aussitôt l'a oublié. Donc, la réputation est nécessaire. Là, tu as parlé en fait du fait d'avoir ces avatars-là, etc. Ces avatars-là, aujourd'hui, la particularité qu'on peut avoir, c'est qu'on a énormément de données aujourd'hui, enfin de partout, qui s'ajoutent et qui permettent d'alimenter toujours.
on va dire, par le contraste, mais il y a quelques années, tu avais tes comptes stratégiques, tu avais identifié les bonnes personnes que tu allais aller chercher, puis il n'y avait pas trop de mouvement là-dessus. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intent, de trigger, voilà. Ça aujourd'hui, euh, c'est quoi c'est quoi ton point de vue là-dessus? Est-ce que il faut le faire régulièrement, d'aller chercher en fait les différents signaux que tu pourrais avoir sur tel ou tel compte, etc. Est-ce que ça peut être du bruit, ça peut être des focus, etc. Des boîtes de se dire faudrait toujours qu'on trouve un prétexte, etc. D'aller chercher en fait une target. C'est quoi ton point de vue là-dessus justement après qu'on ait ces fondations-là? Bah, oui, je pense qu'il faudrait 3 points. C'est-à-dire que le premier, ça serait déjà la puissance de l'introduction, de la recommandation. Je pense qu'il faut jamais oublier ça. Le deuxième, c'est effectivement d'avoir les signaux d'achat externes, comme tu le dis. Et puis après, je pense qu'on peut se créer ce que j'appelle des signaux internes via différentes campagnes, etc. Pourvu que on arrive à piloter ça de manière structurée. Donc sur l'intro, je pense que c'est toujours bon de le partager, surtout pour les comptes stratégiques. Donc ça peut être des choses très compliquées avec des outils comme The Swarm qui est spécialisé dans le mapping relationnel. Ça peut être aussi de mapper les premières connexions de tes meilleurs clients avec ton ICP, ton client idéal, et puis lui demander s'il est OK, si tu t'introduis de sa part, etc. Mais sur les comptes strat, je veux dire, ça se trouve, c'est peut-être dans la mémoire commerciale du CRM, une connexion qui a eu ton CEO il y a 3 ans avec cette personne-là, ou je sais pas, enfin voilà, il y a différentes solutions comme ça. Et même si ça fait 3 ans et que le prospect s'en souvient pas, de dire que voilà, il y a 3 ans, vous avez eu contact avec ma CEO Laetitia, et puis tu continues ton email, c'est tout bête, mais la personne est déjà plus enclin à t'écouter, à te lire et à comprendre pourquoi tu le déranges, etc. Et après, sur les signaux externes, ça, il faut, pareil, tout part dans la strat, c'est vraiment d'interviewer les différents sales seniors pour savoir qu'est-ce qu'ils font eux au quotidien. Donc souvent, ils vont voir sur LinkedIn des choses, ils vont se tenir au courant des levées de fonds, des changements de poste, etc. Donc, autant la stratégie, c'est un peu du top to down, tu vois, on valide avec les décisionnaires et puis on descend. Mais pour construire la stratégie et puis justement pour construire, par exemple, quels sont les signaux externes qu'on veut monitorer, il faut un peu justement demander aux principaux concernés, qui sont les sales seniors. Et puis après, derrière, les mettre effectivement ces comptes stratégiques sur un outil comme Clé, par exemple, pour faire en sorte que ce travail-là, qui leur prend du temps aujourd'hui, soit automatisé. Donc l'idée, c'est pas de réinventer la lune, c'est quand même, on est en train de parler quand même de sales B2B qui existent depuis une dizaine d'années. Donc généralement, les sales B2B, ils ont la réponse, il faut juste leur poser la question. Et puis après, sur les signaux internes, je pense que c'est quelque chose que les sales, instinctivement, ils ont besoin un peu parfois d'avoir un prétexte ou d'avoir un touch tous les trimestres avec les comptes stratégiques. Mais ils savent pas comment en fait. Et donc là, le comité de commercialisation avec l'aide du marketing peut faire en sorte d'avoir peut-être avatar par avatar ou vertical par vertical des sujets j'allais dire de campagne, mais c'est pas vraiment de campagne, mais c'est-à-dire que on leur met à disposition un asset, un prétexte d'appel pour que le trimestre 1, on soit sûr que 100% des comptes stratégiques soient touchés. Le trimestre 2, etc. Parce qu'il y a ce prétexte d'appel qui a été en centrale défini et qui va être envoyé quasiment sans effort par les sales managers. Tu vois. Donc tout est, encore une fois, tu vois, mis sur plateau. Et puis après, ces campagnes-là peuvent être faites en multicanal, par exemple via l'Emlist, etc. Mais quand on parle de l'Emlist, on pense tout de suite à prospection, 1000, 2000 contacts, etc. Mais tu peux avoir sur l'Emlist une campagne thématique avec un asset préparé par le marketing. Et puis avant d'envoyer à Pierre, à Paul, à Jacques, tu fais en sorte que la mémoire commerciale soit, enfin la phrase d'introduction soit relue, soit éventuellement réécrite, etc. Et puis tu pousses. Mais au moins tu sais que tu vas envoyer peut-être un email, envoyer peut-être un LinkedIn, relancer comme il faut, appeler au bon moment éventuellement. Et donc tu systématises les relances, par exemple, sans chercher de la masse, tout en restant avec une approche qualitative. Tu vois. Mais Ok, ça peut très clair. avoir ce scoring, en fait, toi, ce signaux enfin, de ce signaux interne. J'entends par signaux internes ce scoring, justement, les gens qui ont ouvert, cliqué sur les emails et autres. Donc si tu fais une campagne trimestrielle, bah, quelque part, tu as un premier niveau de priorisation possible par les sales.
Ok, moi j'ai entendu dire que on pouvait même plus se baser trop sur les ouvertures d'email, que c'était Oui. automatique. Enfin aujourd'hui, c'était plus forcément. Voilà, on a Oh, même plus ça. ouais. Donc du coup, faut privilégier le clic, etc. Ouais. Ouais. Euh, ok, très très clair. Du coup, pour moi, je trouve que enfin, c'est une bonne manière de voir les choses et d'avoir ventilé ça avec trois approches. Je trouve que la première approche sur la partie intro est peut-être celle qu'on qu'on délaisse le plus. On a tout de suite sur des choses hyper complexes, d'aller chercher de la prospection, quel email je vais envoyer, à se prendre la tête sur quel copywriting je vais faire, pareil pour Ouais. LinkedIn, etc., etc. Alors que effectivement, il y a plein d'historiques et il y a plein de manières aussi créatives de s'appuyer aussi également sur ces équipes sales pour se dire en fait qui pourrait vous introduire, des stratégies de partenariat qui sont souvent dans ces boîtes de services qui fonctionnent rarement seules et qui peuvent en fait avoir des intros assez facilement, probablement peut-être avec un tiers de leur compte, quoi. Ouais, exactement. Et tu fais bien de souligner ça parce que tu vois, on est dans un monde aussi où les gens ils cherchent de la valeur, ils cherchent des discussions de pair à pair, tu vois, pair hier. Et donc si tu cumules, effectivement, il y a le copywriting, il y a la B-testing de l'objet, etc. Mais pour moi, le plus important, comme tu dis, c'est l'intro et le from. C'est-à-dire que si tu cumules LinkedIn Ads qui va avec un programme, tu vois, de leader advocacy qui va faire que le sales senior est imprimé via LinkedIn Ads parce qu'il fait des posts, parce que les marketeurs accompagnent le sales senior pour qu'il prenne la parole, qu'il soit un leader d'opinion, qu'il ait une posture conseil, qu'il soit un top consultant sur sa verticale. Et donc le prospect, le compte stratégique le voit, le reconnaît comme tel. Et en plus, tu cumules avec une introduction. Enfin, je veux dire, c'est vraiment les deux points. Toi, c'est le from. Le from, j'entends l'expéditeur de l'email ou la personne qui appelle. Et puis effectivement, cette intro, tu vois. C'est un peu la base. Et sur cette base, comme tu dis, on peut faire des choses sur le from avec LinkedIn Ads, voilà, assez simplement, mais il faut pourvu de bien le faire et de concentrer son budget sur les bonnes personnes. Et sur l'intro, faut pas en faire des montagnes parce que parfois le prospect s'en souvient pas. Mais le fait de réintroduire ou de rappeler la dernière échange ou la dernière interaction, ça fait toute une différence. Ouais. Bah, du coup, maintenant, j'aimerais justement qu'on parle en fait de comment on suit l'avancement. Parce que généralement, moi, ce que je peux avoir à observer, c'est OK, on va mettre en place une stratégie. Alors, déjà, je pense que tu as bien fait de le rappeler, c'est que souvent, stratégie qu'on arrête au bout de 3 mois parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de résultat. Voilà, on va peut-être rappeler que c'est du temps long, hein, on est quand même sur des comptes stratégiques. Donc, normalement, généralement, quand on a ce type de stratégie, on est sur de la vente complexe, donc avec des cycles de vente qui doivent prendre peut-être 6 mois, voire peut-être parfois un an. Donc voilà, donc il faut avoir en fait un peu, faut avoir la patience et peut-être avoir une vision plus à 24 mois. Mais justement, 24 mois, c'est très long pour garder engagé des gens sans avoir l'impression d'être, alors côté sales, très insistant et parfois avoir l'impression d'être un peu comme un hamster dans une roue, de refaire un peu la même chose. Côté marketing, finalement d'envoyer un petit peu toujours des trucs qui peuvent être outdated, je parle en termes de contenu, et ensuite bah, le sales sait pas trop comment réutiliser ces contenus, etc. Qu'est-ce que tu dirais en fait déjà, ma première question c'est comment on pourrait suivre déjà compte par compte que les choses avancent, comment on fait déjà en fait. Bah, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de transformation sans structure, ça on en a parlé largement, et également sans KPI de contrôle. Donc effectivement, il faut des KPI. Et par KPI, on n'entend pas uniquement les KPI chiffre d'affaires, résultats, parce que comme tu dis, c'est des cycles de vente longs. Donc si tu te rends compte à la fin du trimestre que tu n'es pas dans les clous, c'est déjà presque trop tard. Tu vois. Et donc du coup, il faut avoir des indicateurs un peu plus d'engagement des sales. Donc typiquement, euh, en centrale, tu peux leur prémâcher, comme je te le disais, tu peux même analyser la mémoire commerciale, trouver la thématique de la prochaine campagne, leur mettre une tuile dans le CRM pour qu'ils sachent que c'est tel avatar qui doit recevoir tel asset. Et donc du coup, voilà, tout le travail est prémâché. Et puis tu monitores, voilà, tu monitores cette action-là, ce point de contact-là, et pas le résultat final, parce que sans quoi c'est trop tard, etc. Donc en gros tu monitores le nombre de touchpoints qu'il y a sur un compte. Ouais, par exemple, ouais. Sur Ok. les comptes stratégiques, combien de touchpoints. Et, euh, et après, je pense que c'est important, et ça faisait partie aussi de ta deuxième partie de ta question, de ta réflexion aussi,
c'est de voir c'est de discuter énormément avec les sales. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, tout ce qu'on vient de se dire, nettoyer le CRM, enrichir le CRM, trouver les bons avatars, avoir des assets qui sont des véritables guides d'achat et pas un cas client vite fait bien fait par le marketing dans son coin. C'est ça le problème en fait. Voilà, aider en fait finalement le sales à prendre toute sa dimension parce qu'il le sent bien qu'il doit devenir un top consultant, qu'il doit avoir une posture conseil, mais pour être crédible, il a besoin d'assets, il a besoin de matériel parce que bon, on n'a pas que des experts en tant que sales, tu vois. Euh, et donc au final, en collaborant vraiment main dans la main avec eux, tu fais ce qu'ils essaient de faire en fait. Donc tu leur fais gagner du temps et tu les aides à performer. Et c'est comme ça que tu arrives à faire adhérer une entreprise, tu vois. Ouais, mais du coup, c'est important ce que tu dis, parce que moi, pour beaucoup de sales, quand ils s'approchent de moi pour que je puisse les aider, en tout cas sur la partie vente, une des choses qui est souvent demandée, c'est comment je pourrais avoir justement cette posture de conseil. Et il y a des moments où, en fait, oui, il y a effectivement des leviers que tu peux mettre en place pour aider le sales à avoir cette posture-là, mais effectivement, je trouve ça important de le mettre en lumière. Moi, c'est un peu ce que je dis, c'est aujourd'hui... je le traduis autrement, mais c'est qu'aujourd'hui, notre enjeu pour ces comptes-là, ou pour n'importe quel compte par ailleurs, c'est de créer la confiance. Et cette confiance-là, elle est impossible à créer tout seul. Et donc aujourd'hui, on repose beaucoup aux sales de faire ce travail-là. Donc cette question, un peu de cette posture, elle vient beaucoup aussi également de la capacité du marketing ou du produit d'alimenter le sales avec les bons outils pour qu'ils puissent avoir les bons touchpoints. Maintenant, j'ai une question à te poser, c'est-à-dire que sur ces comptes stratégiques, parfois il y a des blocages. On peut être bloqué, c'est pour ça que je disais 24 mois, parfois c'est long. On peut être bloqué. Quelles sont les marges de manœuvre? Vous pouvez ne pas l'avoir. Du coup, je peux poser une question qui n'était pas du tout prévue, mais qui me vient en tête. Comment tu gères en fait le fait que parfois on peut avoir des sales qui, sur leur périmètre, peuvent avoir 2-3 comptes stratégiques ou 4, 5, 6, où ils sont bloqués parce qu'en fait les avatars, soit il y a des blocages, soit il y a un antagonisme en interne qui n'a pas envie d'avancer avec la solution. Ça, c'est la vraie vie en fait, la partie sales. Est-ce que du coup, tu as des recommandations, des choses que tu... peut-être de temporiser un peu plus sur la partie sales pour redonner la main? Est-ce que c'est des choses que tu orchestres aussi, qui font partie de l'orchestration? Oui, parce que c'est structuration, orchestration, et puis au début, on a parlé un peu de marketing stratégique, et puis consciemment, tous les deux, on s'est dit, bon, on part du principe que les gens s'entendent bien, discutent bien, etc. Là, de la même manière qu'on a parlé du value asset, du guide d'achat un peu rapidement et tout. Mais en fait, c'est la base de tout, en fait. C'est-à-dire que si ça bloque, hein, alors soit il n'y a pas de problème, et dans ce cas-là, il faut passer à autre chose. Enfin, je veux dire, si le compte ou la cible n'a tout simplement pas de problème, faut pas persévérer. C'est pas une vente perdue. C'est juste que c'est pas la bonne cible, etc. Il faut, voilà. Maintenant, souvent, les blocages, c'est autre chose. C'est que on s'adresse peut-être pas à la bonne cible, ou on s'adresse pas forcément avec le bon message. Donc venir, et c'est pour ça, enfin ça rejoint le marketing stratégique et puis le guide d'achat et tout. Et nous, enfin c'est pour ça qu'il y a du marketing à tous les étages. C'est que par exemple le value asset, nous on cherche pas à faire un value asset de plus. On cherche vraiment à être focus de valeur en fait. Donc faire en sorte que tous les sales soient valeur driven. Et ils veulent donner de la valeur. Et faire en sorte que le sales, sa première préoccupation, c'est guider son prospect dans son achat. Et peut-être pas avec sa solution. Donc ça veut dire peut-être d'avoir des comparatifs de sa société avec d'autres sociétés, d'avoir des questions du pour et contre, de prendre notre solution plutôt qu'une autre, etc. D'être vraiment dans une approche de disparition du problème. Donc est-ce que vous avez un problème? Ok. Guider tout le parcours d'achat. Et il faut faire tous les contenus avec le marketing dans cette optique-là, que ce soit pour le digital, mais également pour appuyer les sales dans leur démarche. Et généralement, ça débloque. Enfin, c'est parce que t'es vraiment valeur orienté. Tu vois, tu vas pas essayer de vendre la dernière offre que tu viens de développer ou autre. Tu vois. Enfin, la première question, c'est quels sont vos enjeux et quels sont les sous-thèmes de la conversation. Enfin voilà, toi qui es une professionnelle aussi du closing et de toute la transformation après le rendez-vous de découverte, tu sais à quel point il faut avoir cette posture. Pour la vente, c'est exactement la même chose. 70% du parcours d'achat se fait en ligne et puis après avec le sales dans la prospection. Donc toute la prospection doit être valeur driven. Et pour moi, c'est le truc qui
qui ouvre des portes en fait, parce que les gens, les commerciaux, ils en sont allergiques, etc. de plus en plus. Ils attendent que le commercial soit senior sur sa verticale, expert, leader, et les value assets aident aussi dans ce sens-là, les guides d'achat. Euh, et ils sont toujours ouverts quand même à apprendre quelque chose. Mais il faut que ce soit des vrais guides d'achat, pas des choses qu'on trouve sur ChatGPT en 5 secondes. Hein. Non, C'est c'est vrai. important, c'est important de C'est vrai préciser. contenu. Même si, mais du coup, en fait, voilà, ça me permet en fait de bien rebondir aussi également. C'est vrai, depuis tout à l'heure que je t'écoute, en réalité, et c'est toujours marrant parce que généralement quand je parle avec des gens qui enfin, sont vraiment les mains dans le cambouis, au final, à chaque fois ce que je me rends compte, c'est finalement les choses n'ont pas tant changé que ça. Pourtant, on a un peu une narrative qui nous dit c'est catastrophique, on est dans une situation qui est compliquée. Moi, je sais que, en tout cas, je le dis en tant que sales, j'étais pas mal challengée cette année. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a souvent le truc de dire voilà, tu vois. Et parfois, moi, je peux aussi parfois rentrer dans cette caricature de il y a plein de trucs nouveaux qui vont arriver, attention, etc. Puis on a aussi nous-mêmes le FOMO, on se dit voilà. Mais au final, ce que j'ai l'impression, c'est que ces basiques-là, au final, c'est ce qu'il fallait toujours faire. Mais on se rend compte qu'il faut plus le faire maintenant dans un contexte où c'est beaucoup moins facile, il y a beaucoup moins d'argent, il y a beaucoup plus de bruit, les cycles de vente sont plus longs, les gens sont plus regardants, veulent moins prendre de risques à prendre une solution autre, voilà. Mais qu'au final, c'était ce qu'il fallait toujours faire et que la partie outils, tu vois, comme les IA, etc., sont juste là pour, on va dire, augmenter des process. Mais si ces process-là ne sont pas mis en place, ces IA pourront rien faire. C'est ce que j'en déduis en t'écoutant, mais peut-être que tu pourras peut-être me dire non, il y a peut-être des choses qui peuvent être Non, non, encore mais plus connues. je suis complètement d'accord avec toi et aussi avec ce constat-là, c'est-à-dire qu'effectivement, plus tu parles avec des experts terrain qui vivent ça au quotidien depuis plusieurs années, etc., plus tu te rends compte qu'il faut revenir à du bon sens. Toi. Et on en parlait vite fait au marketing, parce que bon, parmi mes passions, il y a effectivement le marketing. Et effectivement, à la base du marketing, c'est la bonne cible, le bon média, le bon moment. Mais mais par exemple, pour le bon moment, quand 70% du parcours d'achat se fait en ligne, bah, ça peut pas être ton sales senior qui appelle au bon moment. Et forcément, il faut des outils, il faut du nurturing, il faut du lemlist, enfin, il faut tout ça. Et donc complètement d'accord avec toi. Et puis j'aime aussi beaucoup le mot augmenter. C'est-à-dire que c'est pas l'outil magique, c'est pas l'action de plus, c'est ces fondations, ce bon sens qu'il faut venir augmenter par les nouvelles opportunités, les nouveaux outils, les nouveaux process. Et voilà, donc on rentre dans une nouvelle ère super sympa où et l'IA étonnamment va nous aider à remettre l'humain au centre de l'échiquier, remettre la stratégie au sens plan de bataille, structuration, orchestration au centre, l'alignement des équipes plus que nécessaire. Et, euh, et il va falloir que les sales comprennent que le jeu se joue pas au court terme. Ouais. Les cycles de vente sont longs. Il faut Mais les accepter. bon, et en plus, ça se fait pas au bout du fil, ça se fait aussi ailleurs. Donc il va falloir ouais, se réinventer. Mais c'est tout ça, c'est pour augmenter un système qui fonctionne déjà très bien. Faut Bah, du pas. coup, moi, ça m'intéresse de savoir, en fait, parce que j'ai pas forcément envie de rentrer dans les outils, dans le sens où probablement aujourd'hui on parle d'un outil qui va peut-être disparaître dans 6 mois. Ouais. Et la magie des contenus, c'est qu'il y a des gens qui les écoutent un an plus tard. Donc c'est ça que j'ai envie qu'on se concentre plus un peu sur toi aujourd'hui, justement, avec tout ce que tu nous as partagé, sur un peu ta vision de comment tu structures et que tu orchestres du coup la prospection de comptes stratégiques, etc. Comment tu choisis justement ces nouveaux outils, ces nouvelles opportunités pour augmenter en fait tes process. Euh, c'est quoi ton, on va dire, si tu as un framework de choix et comment tu fais, c'est-à-dire que en termes de tests, comment tu valides que tu vas l'utiliser et j'imagine que quand tu intègres en fait un outil IA, bah, tu mets un truc dans une boîte, ça crée c'est de l'intrusion, tu t'emmènes quelque chose d'autre. Comment tu gères la partie adoption aussi également avec les boîtes Ouais. Ouais, alors il y a beaucoup de questions dans tout ça, Ouais, j'ai le défaut de mais questions. déjà les trois, comment dire, j'allais dire les trois
pôle auquel je crois beaucoup, c'est un, la puissance du contenu, deux, tout ce qui est structuration du CRM, nettoyage CRM, enrichissement des contacts, etc. Et trois, le multicanal personnalisé, tu vois. Sur le contenu, il faut une stratégie de contenu éditorial, il faut une content factory. Le contenu, c'est le moyen d'établir la confiance, comme tu le disais un peu plus tôt. La vente, c'est de la confiance. Donc il faut avoir du contenu et voilà et qualitatif. Ensuite, il faut un CRM structuré, enrichi, à jour. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut gagner du temps grâce à des outils. On parle de clés, mais je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas être focalisé sur l'outil magique. Et d'ailleurs, moi, dans les outils, je cherche vraiment des outils qui viennent faire ce qui va faire mieux que moi, tu vois. Donc, je vais pas chercher l'outil de prospection tout en un qui va m'envoyer 1000 contacts par mois avec un icebreaker pseudo personnalisé. Enfin, je veux dire, ça m'a fait rire cette anecdote où quand il y avait un de mes pères qui expliquait à son audience que avec ChatGPT ou je ne sais quel outil, il pouvait faire un icebreaker facilement. Mais que derrière, il disait bon, si jamais nous, on le fait à la main, mais peut-être que vous n'avez pas le temps, donc je vous explique comment le faire en automatique. Bah, non, il faut le faire il faut avoir une approche hybride, humain plus IA surtout. Donc, faut pas chercher l'outil magique. Il faut chercher l'outil qui vient augmenter ton processus. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que en fait, quand je vois beaucoup de choses en fait sur Internet, tu fais bien le truc. Il y a des moments après, on reteste nous de notre côté. Et on est en mode genre, alors soit on se dit c'est nous qui ne savent pas utiliser, soit on se dit c'est bizarre, j'ai vraiment des résultats qui ne sont pas du tout satisfaisants. Et donc parfois j'ai l'impression aussi également, je le dis, c'est que parfois ce qu'on voit, c'est généralement, faut vraiment se dire que c'est très exagéré par rapport aux résultats que tu peux... Enfin, il y a ce côté un peu FOMO où tu as l'impression que tu es en train de rater un train de fou, et puis tu es en train de te dire finalement des gens qui font des trucs de fou, il n'y en a pas tant que ça en fait. C'est des trucs très très basiques. Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça qu'il faut mieux travailler, tu vois, par vertical, par cas d'usage. Faire en sorte de développer ton cas d'usage avec quelques sponsors. Et si vraiment le cas d'usage est validé, commencer à embêter, déranger tout le reste de l'organisation. Faut tout ce qu'on vient de se dire et le système. Enfin, je veux dire, il faut des mois et des mois et des mois et des mois, pour pas dire des années, pour déployer ça dans une organisation transverse à l'échelle de tous les business managers, etc. Tu peux essayer de faire un projet pilote en 90 jours avec un sponsor qui y croit fort sur ses comptes stratégiques et autres, mais sinon ça prend du temps. Enfin, il y a de l'humain, il y a de l'adoption, il y a de l'accompagnement au changement, il y a de l'ego, enfin il y a vraiment plein de choses. Et, et après le multicanal, enfin contenu, scrapping, CRM et puis multicanal. Alors moi j'aime bien Lemlist, mais après il y en a plein d'autres comme ça. Mais j'aime bien Lemlist, pourquoi? Parce qu'il croit, enfin, tu sens que la roadmap elle est vraiment dans le multicanal, mais humain, hyper personnalisé. Donc pour faire, comme je disais, tu vois, le Lemlist à l'échelle d'un prospect, bah, c'est game changer. C'est-à-dire que si tu te poses une fois la question de la relecture de la mémoire commerciale et du icebreaker, et que derrière tu te préoccupes plus de la relance sur LinkedIn, sur email, etc. Bah, tu systématises finalement les relances. Mais ton premier email, tu as le droit de réfléchir et puis de te dire, tiens, c'est quoi l'angle d'accroche de ma première phrase? Et puis derrière, je balance le value asset ou le guide d'achat du marketing qui m'a donné pour le trimestre, tu vois. Ça veut pas dire outil, ça veut pas dire quantité absolue, tu vois. Il faut un bon mix entre qualité et quantité. Ouais. Ok. On va pas tarder à arriver au bout de cet épisode-là. J'aimerais quand même te poser une question un peu plus pour l'avenir. Une question que je me pose là en t'écoutant, c'est que je me dis, ok, en fait, on est beaucoup dans cette notion de dire, voilà, aujourd'hui le contenu, ça va être, c'est extrêmement important pour pouvoir construire la confiance. Mais je me dis, en fait, dans un monde où en fait, bah, tout le monde va commencer à construire du contenu un peu plus, on va dire, consistant. Que ce qu'on pouvait avoir jusqu'à aujourd'hui avec tu l'as bien dit, des use cases faits à la va-vite. Comment tu vas t'assurer en fait que ces gens, et on a quand même toujours un problème, hein, qui est la problématique de l'attention. C'est notre problématique à tous, à la fois pour les marketeurs, les sales, le produit même, hein, parce que parfois il y a des questions d'adoption d'un produit quand on est dans le SaaS. C'est bien une question de timing, de temps qu'on peut allouer. Qu'est-ce que tu dirais en fait justement à des équipes pour qu'elles puissent, des équipes sales, parce que c'est plus ce sujet-là qui m'intéresse. Ok, elles ont les bons contenus, elles les pushent. Comment elles s'assurent en fait que ces contenus sont vus, sont regardés, sont compris, sont appréhendés?
Une question qui Je pense m'intéresse que, moi personnellement. enfin, tu dis? Une question qui m'intéresse moi, c'est pour ça que je la pose de manière très égoïste. Bah, je pense qu'il faut, enfin, je reviens au fondamental qui est que le sales, c'est pas vendre, c'est faire disparaître un problème. Donc, il faut trouver le problème douloureux qui fait que chaque matin, ta cible se réveille en disant, oh mince, j'ai un problème sur ce sujet-là. Ensuite, faut avoir la posture conseil et être vraiment dans le guide de l'achat, l'aider sur l'achat, et donc réfléchir à, idéalement, de la manière la plus objective et transparente possible, comment je peux aider mon prospect à faire des choix éclairés sur ma verticale, comme je te le disais, quitte à comparer avec des gens, des Qui sont dans le concurrents, secteur. etc. Donc vraiment quelque chose d'extrêmement quali. Et une fois que tu as t'as le problème, enfin, t'as un contenu de qualité qui résonne avec un problème douloureux, reconnu, urgent de ta cible, là, tu as fait 80% du chemin. Et derrière, en revanche, faut que tu aies un système que moi j'appelle de content factory, de diffusion, où là, l'objectif, c'est que chaque effort de contenu doit être multiplié par 100. C'est-à-dire donc typiquement dans les entreprises, typiquement au ESN IT, ce qu'on fait, c'est que on a tous les mois, s'ils y arrivent, ou tous les trimestres, une sorte de soit un webinaire, soit en fait une présentation dans leurs locaux avec des prospects, des clients, etc. C'est quelque chose qu'ils ont besoin de faire dans la vraie vie, dans le monde physique, parfois avec des partenariats, etc. Donc ils font ça, ils répètent ça tous les mois, tous les trimestres, et ils se focalisent là-dessus. Et derrière ça, en fait, toute ta machine de contenu doit reprendre ça, par exemple, sur des dizaines de posts LinkedIn auprès de qui, via LinkedIn Ads, et tes comptes stratégiques. Ensuite, quelques articles de blog, par exemple, Google et autres, pour capturer les demandes et générer des demandes. Et tu vois bien qu'il y a une différence entre, toi, parfois avant que j'arrive et tout, il y a la marketing qui me dit ouais mais bon on a ce budget-là pour les événements et tout. Les gens ils disent non non mais c'est bon les 16 gèrent, il n'y a pas besoin d'événements et autres. Mais si tu leur présentes l'événement et après tout le processus ce que j'appelle de refactorisation, de distribution et de diffusion et tout ça auprès de la cible avec des KPI très clairs sur le fait que voilà ces gens vont voir, enfin votre cible va voir ça. T'as un ROI de dingue en fait, parce que tu comprends qu'un événement, c'est refactorisé en plein de contenu. Un événement, c'est refactorisé en guide d'achat qui va être utilisé par les sales. Un événement, ça va être refactorisé. Et donc c'est vraiment voilà, la pièce maîtresse et le système de refactorisation et diffusion qui est la clé. Et effectivement, demain, il va falloir avoir un mix entre quantité et qualité, mais qualité d'abord, et après, l'AI va t'aider dans la diffusion et la refactorisation. Et n'oublions pas une chose importante, c'est le personal branding. Donc c'est pour ça que, enfin, nous on croit à fond au leader advocacy parce que c'est encore la base de la base. Le 16, c'est la confiance. Pour avoir de la confiance, il faut avoir de la valeur. Ok, on en a parlé avec le contenu. Mais il faut avoir confiance à la personne, tu vois. Est-ce que ce mec est sympa? Est-ce que il sait de quoi il parle, etc. Donc avoir un leader advocacy programme sur LinkedIn et faire en sorte que ces leaders parlent sur leur verticale et puis soient vus via LinkedIn Ads auprès de leur cible. Ça, il n'y a aucun doute sur le fait que ça aide les ventes et voilà. Donc il faut Ok, le contenu, il faut structurer de la même manière que la prospection, faut structurer à fond. Ouais. ok, bah trop bien. Et bah, écoute, c'est une bonne manière, je trouve, de conclure. Merci énormément pour tes partages. On te trouve où si on veut creuser un peu plus pour te poser des questions? Le plus simple, c'est sur LinkedIn. Sur LinkedIn, Ok, voilà, faut pas hésiter à m'envoyer des petits messages. Enfin voilà, je suis un gros passionné et je prends plaisir à partager et puis à aider quiconque sur les sujets de la prospection et contenu, etc. bah écoute, ça se voit en tout cas. Merci énormément pour tes partages. En tout cas, moi j'ai pas mal appris. En tout cas, remis des choses en tête pour en tout cas 2026, qui risque d'être assez challenging pour tout le monde. Écoute, je te souhaite une excellente journée et puis beaucoup de réussite. Mais Et toi aussi, merci beaucoup Alicia pour l'invitation et c'était un plaisir t'en d'échanger prie. avec toi comme à chaque fois d'ailleurs. Trop bien. Ciao, Bonne à journée, bientôt. ciao. Ciao, ciao.